Autoroute A5, Langres, Paris. Vous êtes en chemin pour une fête, une noce, une grande célébration. Le plus bel événement qui soit, puisqu'il s'agit du mariage d'un de vos proches. Vous vous imaginez les réjouissances à la campagne, dans une belle demeure, les feux d'artifice, les grandes tablées. Lorsqu'apparaît devant vous le panneau de Vaux-le-Vicomte. Le château, ses jardins, les lignes somptueuses de son architecture classique. Vous vous dites que bien des fêtes ont dû se tenir là. Mais connaissez-vous la toute première, sans doute la plus splendide de toutes et la plus fatale? Chaque histoire commence quelque part. Chaque voyage a son point de départ. Chaque légende a ses racines. Vous écoutez Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 16, Châtillon-la-Borde. Le dernier souper de Fouquet. C'était le 17 août 1661. Nous sommes arrivés à la fin de l'après-midi. On pénétra par une grande cour. La chaleur du jour étant passée, le roi Louis XIV entra dans le jardin. Après le pont de bois sur le Grand Canal, on monta par une espèce d'amphithéâtre au-dessus du bassin de la Gerbe. La vue sur le château de Vaux-le-Vicomte y était fort dégagée. Entouré d'eau et de bassins, à travers les parterres et les plates-bandes dessinées par le génie Lenôtre, s'élevait la grande coupole dessinée par Levau. Ce château était une des plus belles choses qui se puisse imaginer. Nicolas Fouquet venait d'en achever la construction sur ses propres deniers. Il avait fait raser 3 villages et embauché 18 000 ouvriers. Ambitieux, adroit, aimable, Fouquet, le surintendant général, était l'un des hommes les plus puissants du royaume, ce qui n'était pas sans poser des difficultés. Quelques bouches malveillantes ou bienveillantes lui avaient fait savoir que le roi était mécontent de lui. Fouquet avait ainsi décidé de cette fête pour lui signifier son allégeance, pour glorifier son règne et lui faire changer d'idée. Et tout le monde semblait s'en réjouir. Il y avait réuni là quelques 600 courtisans et plus de 1000 convives en tout. Le roi, bien sûr, la reine-mère, monsieur de Longueville, monsieur le duc, monsieur de Beaufort, monsieur de Guise, madame, et quantité d'autres princes et seigneurs. Pour ma part, j'étais associé au voyage en qualité de garde du corps du roi. Sieur d'Artagnan, m'avait-on fait dire, venez avec quelques-uns de vos mousquetaires. Peut-être aurons-nous besoin de vos services. Personne, ce soir, ne voulut y voir autre chose que de la prudence. Et sans doute avait-il raison. Je profitais librement de la soirée. Les allées étaient remplies de dames, le visage fin et gracieux, les courtisans chargés de rubans et de plumes faisaient le plus bel aspect qu'on puisse s'imaginer. C'était une confusion de si belles choses que je ne peux l'exprimer. J'en oubliais ma mission. Je remarquais seulement que les nymphes de Vaux-le-Vicomte avaient toujours les yeux sur le roi. Sa bonne mine les ravissait toutes, s'il est permis d'user de ce mot en parlant d'un si grand prince. Illuminé de toutes parts, paré de 1000 couleurs, jamais le château n'aura été plus beau qu'il ne le fut cette soirée-là. On ne pensait qu'à se réjouir. Après la promenade, on alla souper. La délicatesse et la rareté des mets furent grandes. La grâce avec laquelle monsieur et madame la surintendante firent les honneurs de leur maison le fut encore davantage. Il y avait là 80 tables. Pour les hôtes d'honneur, la vaisselle était en or massif. Pour nous, en argent. Je trouvai une fort bonne place où l'on nous donna des faisans, ortolans, cailles, perdreaux, bisques, ragoûts et d'autres bons morceaux, et toutes sortes de vins en abondance. Les tables furent relevées plus de 5 ou 6 fois, et il n'y eut personne qui n'en fût pleinement satisfait.
tout cela pour complaire au roi et lui dire son allégeance. Fouquet voltigeait de table en table comme un oiseau amusé. Rien n'était assez beau pour lui, ni assez fastueux. 24 violons faisaient retentir tous les lieux d'alentour de leur charmante harmonie. Notre roi mangeait et riait. Il paraissait on ne peut plus heureux. Aux quatre coins de la grande salle figurait le blason. Un écureuil d'argent, rampant de gueule, se hissant vers les sommets avec la devise de la famille de Fouquet, « Quo non ascendet », ce qui veut dire « Où ne monterai-je point ». Cela fit rire quelques courtisans qui remarquèrent aussi les serpents et les couleuvres qui sifflaient près de l'écureuil. Sur le moment, je ne compris pas ce rire ou cette moquerie. Je profitais plaisamment des libéralités du surintendant. Le souper fini, nous regagnâmes les jardins. On avait dressé le théâtre au bas de l'allée des sapins. La scène était parée de feuillages touffus, éclairée par 100 flambeaux. La musique, les eaux, les lustres, les étoiles, tout combattait pour le plaisir du roi. On vit des rocs s'ouvrir, des thermes se mouvoir, et sur son piédestal tourner maintes figures. D'un rocher en coquille sortit une naïade qui récita 40 vers au plus grand roi de l'univers, prônant les vertus du dit sire. En son nom, elle commanda aux termes de marcher et aux arbres de parler, et aussitôt le roi Soleil donna le mouvement aux termes et fit parler les arbres. Il en sortit des divinités qui dansèrent la première entrée du ballet au son des violons et des hautbois. La musique était de Lully, le musicien préféré de Louis XIV. Tout cela fit place à la comédie, dont le sujet était un homme arrêté par toutes sortes de gens, sur le point d'aller à une assignation amoureuse. La pièce était de Molière. Il avait soumis le texte au roi avant de la jouer, et le roi avait eu l'heure de soumettre quelques idées d'amélioration à l'auteur. La pièce était fort divertissante. Elle fit rire et fut acclamée comme il se doit. Dès que ce plaisir fut cessé, on courut à celui du feu. Il était 1 heure après minuit, et la nuit sombre favorisait ces choses. De l'amphithéâtre sortit une quantité innombrable de fusées qu'on perdait de vue et qui semblaient vouloir porter le feu dans la voûte des cieux. Quelques-unes retombant faisaient 1000 figures, formaient des fleurs de lys, marquaient des noms et représentaient des étoiles. Une forme de baleine montée sur une barque s'avançait sur le canal du corps de laquelle on entendit sortir d'épouvantables coups de pétard et d'où l'on vit s'élancer en l'air des fusées de toutes sortes de figures. On aurait dit que le feu et l'eau s'étant unis n'étaient qu'une même chose. Fouquet était au sommet de sa gloire. Mais au bruit de ce feu succéda celui des tambours. Le roi, d'un geste sec, venait de décider qu'il ne dormirait pas dans la chambre qui lui avait été préparée à Vaux. Le sourire continuel qui flottait sur le visage de Fouquet retomba à cet instant. Moi et mon équipe de mousquetaires prenions congé de notre hôte lorsque l'on vit le ciel obscurci d'une épouvantable nuée chargée de vent et de pluie. Cela partait de la lanterne du dôme. Ce fut dans cet endroit que la nuée creva d'abord. Une tempête épouvantable, un tonnerre fracassant. 2 de nos chevaux, attelés à l'un des carrosses de la reine, se cabrèrent à cause du feu et du bruit. Il fut impossible de les retenir. Ils avaient les pattes cassées et gisaient au sol. Il me fallut les tuer. Je ne croyais pas que cette fête si somptueuse dût avoir une fin si pitoyable. Dans le carrosse qui le ramenait à Paris, Louis XIV déclara à sa mère « Ah, madame, est-ce que nous ne ferons pas rendre gorge à tous ces gens-là » Et dans sa tête, sa décision était prise. 3 semaines plus tard, le 5 septembre 1661, à Nantes, aux alentours de midi.
C'est le jour des 23 ans de Louis XIV. Le roi m'avait chargé de suivre un homme qui se faisait balader en grande pompe sur une chaise à porteur à travers la ville. Son costume était cousu de fils d'or et d'argent. Des quémandeurs, des fâcheux le suivaient et l'assaillaient de toutes parts. Arrivé face à la cathédrale, moi, duc de D'Artagnan, j'approchai de l'homme pour lui signifier son arrestation. Il fit mine de s'offusquer, mais rentra pourtant dans la voiture qui devait le mener à la prison royale d'Angers. Je ne puis croire que tout ceci soit contre moi. Il me faisait pitié. Sa chute était si cruelle. L'homme que j'avais en face de moi s'appelait Fouquet. Celui-là même qui m'avait fait les honneurs de son château. Au faîte de sa gloire, il s'était perdu. L'écureuil avait gravi une branche de trop. Sa fête avait été trop parfaite. Il avait pris trop de pouvoir. Le jeune roi Louis XIV, humilié, se devait de faire retourner le surintendant sur terre ou sous terre. Nicolas Fouquet resta derrière les barreaux jusqu'à sa mort. Louis XIV en profita pour prendre à son service le personnel de Vaux-le-Vicomte, Molière, Levaux, le nôtre. Il s'inspira de ce qu'il y avait de meilleur pour faire rayonner son propre château et se hisser sur les plus hautes cimes du pouvoir. Le château de Vaux-le-Vicomte resta dans la famille de Fouquet 3 générations avant de tomber à l'abandon et d'être repris par la famille Sommier, magnat du sucre à la fin du XIXe siècle. C'est aujourd'hui la plus importante propriété privée de France. Il brille à nouveau de tous ses feux et peut être visité de janvier à décembre. 300 000 visiteurs le découvrent ainsi chaque année. Soirées aux chandelles, Grand Noël, chasse aux œufs, journées costumées, des événements, des animations et des scénarisations permettent de découvrir toutes les facettes du château, les plus connues comme les plus secrètes. Et l'ombre de Fouquet y plane toujours. Femmes avant-gardistes, apparitions inexpliquées, héros intrépides. Leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous traversez Et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés. Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé Et à entrer dans la légende. Vous avez écouté Panorama, avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabjian. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Bui. À bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.